formuler des buts. L'outil formule des buts que les parents veulent, auxquels ils veulent accéder. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une minute, c'est important. Et pour cela, nous nous sommes servis, nous avons volé quelques petites méthodes aussi à mes confrères psychologues, les méthodes projectives et la théorie de l'espoir dont on a parlé ce matin, dont le professeur Larry Davidson a parlé ce matin, et aussi ce qu'on appelle en anglais gamification, c'est-à-dire se servir du jeu pour développer le savoir. Et enfin, je vais vous expliquer rapidement quelle méthode d'évaluation nous avons prise pour évaluer donc notre approche. Alors, l'engagement des familles à l'heure actuelle. À l'annonce du handicap ou d'un retard de développement, les parents sont évidemment sous le coup de l'émotion. Je me rappelle très bien, c'était il y a 25 ans. Et le malheur dans cette situation, c'est que c'est justement au moment où les parents sont le plus stressés qu'on leur demande de partager un certain savoir ou de donner leur avis sur le futur, de co-créer. Alors évidemment, moi je suis 100% pour la co-création, mais justement je demande quelle est la meilleure modalité pour la co-création. Parce que paradoxalement, pour les services d'accompagnement, on a besoin d'un projet de vie, on a besoin de remplir des formulaires pour accéder aux droits, pour accéder aux prestations. Alors, qui porte la responsabilité de la discussion sur la projection de l'avenir de l'enfant, de la famille? Ou qui porte la responsabilité du processus d'engagement des familles? C'est très facile, je vais vous donner une indication. Qui a le stylo dans la main quand on a une réunion avec des parents? Qui écrit? Et vous avez tout de suite la réponse. Les deux questions auxquelles on pourrait peut-être s'attarder plus tard ensuite, quelle est votre expérience d'élaboration du projet avec les familles avec lesquelles vous travaillez et de quels outils disposez-vous pour renforcer la capacité des familles? Je connais très peu d'outils en vérité, à part celui qu'on a développé. Je ne veux pas dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Moi, j'espère que cette solution ouvrira la voie à beaucoup d'autres solutions. Pour l'instant, je n'ai que ça à vous présenter. Et je le mets sur la table. Je suis très... j'invite les commentaires, les critiques. Pour l'instant, le seul outil dont on a recours, c'est la conversation. Alors, est-ce qu'une conversation est la meilleure channel, le meilleur moyen d'engager les parents, d'engager la positivité des parents, d'engager, parce que c'est un engagement à vie pour nous. Les professionnels viennent, nous on a signé avec notre sang. Et quelle est la valeur de cette conversation? On va en parler donc plus tard. Pour moi, quand on a commencé notre recherche ethnographique, absolument toutes les familles auxquelles on a parlé ont dit, dans cette conversation, j'étais sous un choc. Les professionnels m'ont posé des questions, ils avaient des très bonnes intentions. On m'a demandé, quels sont vos projets pour votre enfant? C'est un grand trou. Et souvent, j'ai renvoyé la question, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi ce que... Et alors, ça n'est pas le meilleur moyen d'engager les parents à cette époque. Donc, pourquoi créer un outil à la place d'une conversation? Parce que, premièrement, en conversation, il est très facile de glisser rapidement sur ce que l'enfant ne peut pas faire. Alors, on a des modèles qui sont basés sur les déficiences. On en a parlé beaucoup lors de cette rencontre, c'est pas la peine d'insister, mais on parle des modèles de deuil. Quel est le modèle de deuil? Je m'aperçois que quelque chose m'attriste, j'ai perdu l'image d'un enfant qui va accéder au succès dans la vie, je suis en colère, je suis en denial, en déni, et en fin de compte, la fin c'est l'acceptance. Alors, moi, je suis comme beaucoup de parents, l'acceptance, ça n'est pas assez, parce que maintenant, moi, je veux que mon enfant ait une
que notre famille est une vie avec tous nos enfants, nos 3 enfants. Nous avons dit, ok, si ce n'est pas le modèle traditionnel, quels sont les modèles dont nous pourrions nous inspirer? Et la psychologie positive nous offre beaucoup de modèles. Par exemple, la croissance post-traumatique, c'est un mot un peu difficile, mais ça veut dire on a eu une expérience difficile, on a eu un trauma, on n'a pas demandé à avoir un enfant spécial, mais avec la situation qui nous est donnée aujourd'hui, on va faire le mieux qu'il est possible. On va s'engager de façon positive, avec plein d'espoir, de façon à ce que la meilleure on puisse avoir dans notre petit cadre de vie qui nous a été donné, dans le jeu qui nous a été donné, les cartes qu'on a en main, on va faire que pour ça, on ait les meilleurs résultats. Donc, nous sommes lancés dans la coproduction de cet outil avec les familles. Et quand on voit les photos des familles, les commentaires que les gens me disent, on voit des gens qui sourient, des gens heureux. Parce qu'on a un petit outil qui nous permet de remplacer, pendant une conversation, il faut qu'on imagine des choses, c'est très difficile à faire. Tandis que dans un outil, on a des objets qui puissent nous aider, des objets médiateurs, si vous voulez. Alors, donc cet outil s'appelle Pictability, Picture et Ability. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir à la fin parce que je n'aurai pas le temps de décrire tout l'outil maintenant. Mais c'est une boîte qui a des éléments à l'intérieur et les parents se servent de ces éléments pour choisir et pour s'engager à faire des buts, s'engager dans des buts et dans des... Ça n'a pas le son là. Ok. Bon, que fait le parent durant la session de Pictability? On sélectionne des images pour représenter les atouts de l'enfant. On commence sur les points forts de l'enfant, sur ce qu'on appelle en anglais strength-based, les points forts. On discute des points forts avec d'autres parents, ce qui immédiatement met les parents en état d'optimisme. Alors, je ne parle pas de donner aux parents ce que les professionnels m'ont tout de suite dit. Est-ce que vous donnez des faux espoirs? Alors, ça n'est pas ça, parce que les parents qui connaissent bien leur enfant, j'ai encore jamais vu un parent qui dit oh, mon enfant est ici, moi je veux qu'il devienne président de la République, quelque chose comme ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu des parents pleins d'espoir qui disaient je voudrais aller de A à B à C à D. Alors, je mets tout de suite les points sur les i. On choisit des images. Et des images qui ont été conçues à partir d'un projet de 6 ans de recherche sur lesquels on s'est appuyé pour voir quels sont les parcours de ces parents qui ont été plus ou moins réussis d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et c'est sur cette base-là qu'on a choisi les éléments de ce jeu. On formule et décrit des objectifs à long terme dans 3 catégories pour son enfant, sa famille et soi-même en tant que parent. C'est quelque chose de totalement innovant. Dans les approches que j'ai vues les plus approfondies, j'ai encore pas vu, en général on formule des buts, là je vous parle d'enfants, de petits-enfants, on formule des buts de développement pour les enfants, quelquefois pour la famille, jamais pour les parents. Et en réfléchissant 2 minutes, est-ce qu'un parent peut s'engager à vie et se baser sur, quand on n'est pas sûr nous-mêmes de notre propre base. Parce que quand on demande aux parents, on les pousse un petit peu pour demander quel est votre but à vous en tant que personne. Les parents bien souvent nous parlent de choses qu'ils n'osent pas dire, de vive voix. J'aimerais recommencer le travail, j'aimerais reprendre mes études, j'aimerais reprendre la vie, parce que souvent un des parents, souvent la mère, reste à la maison. Et donc c'est important parce que si on aide, on fait le travail en même temps, simultanément, d'aider les enfants, mais aussi d'aider le parent. Si par exemple la mère dit je voudrais recommencer à travailler, alors vous voyez que de construire les deux en même temps, ça va aider. Les deux vont s'aider parce que quand la mère voit qu'elle peut, que l'enfant commence à faire des progrès, alors elle peut commencer à entrevoir sa vie professionnelle, etc.
Alors on a deux tableaux. Ici on a un tableau du devenir, on appelle ça un vision board en anglais, c'est-à-dire on a une vision du futur général, mais aussi on a un tableau qui est plus spécifique sur quels sont les premiers pas qu'on va faire pour accéder au but qu'on vient de déterminer. Et on sélectionne un objectif dans chacune des trois catégories et on établit un tableau d'action dans le but de se concentrer à quelques actions. Juste pour vous donner une petite idée, un tableau d'action, c'est comme ça s'appelle Action Board, et les parents déterminent le but à court terme après qu'ils aient déterminé le but à long terme pour chacun de ces trois catégories, l'enfant, la famille et le parent. Et derrière, on a un petit aimant. Et ça, c'était parce que lors de notre étude ethnographique, on a demandé aux parents où sont les plans que vous avez établis avec les professionnels, les plans pour rentrer pour les fonds de MDPH, etc. Excusez-moi si je ne connais pas tous vos acronymes. Je suis née à Paris, mais j'habite en Nouvelle-Zélande depuis l'an 2000, donc ça fait très longtemps que je ne suis pas dans le circuit. Un des parents m'a dit, la dernière fois, je l'ai vu sous le réfrigérateur. Alors, on a pensé qu'on devrait mettre le plan sur le réfrigérateur. Et en vérité, c'est ça qui se passe. Les gens rentrent à la maison et ils mettent leur... Donc, voilà les images, certaines des images. Et Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, nous a beaucoup aidés dans cette vision. Notre modèle expérimental est fait de cycles d'apprentissage expérientiels sur lesquels nous réfléchissons et nous collectons des données en temps réel. Et pour notre évaluation continue, nous employons des méthodes mixtes, quantitatives et qualitatives. Alors, premièrement, les résultats. Analyse qualitative sur l'expérience pour les familles. J'ai beaucoup de quotes, mais en général, les parents apprécient vraiment. Ils sortent en souriant d'une séance comme ça, c'est vraiment très différent des autres expériences. La deuxième chose, c'est les buts qui sont atteints. Alors on parle des buts. Quels sont les buts atteints? Notre expérience, c'est 86% des buts formulés pour les enfants, 95,4% des buts familiaux et 95,7% des buts personnels. Ça, c'est parce que certains des buts personnels, c'est que les gens voulaient être... Une des buts, c'est je veux recommencer ma gymnastique, et puis ça, c'est un peu problématique, quels que soient les enfants que vous avez. Alors, le bien-être des familles avant et après notre intervention. Vous avez ici les... l'engagement, les relations, la signification. Ça, ce sont les mesures développées par la psychologie positive pour le bien-être. On a parlé aujourd'hui dans la conférence du bien-être. Ça, c'est l'instrument de mesure du bien-être. Alors, si je vous montre qu'avant et après notre intervention, le bien-être a augmenté statistiquement positif, pour moi, ça veut dire beaucoup, parce qu'il y a très peu d'interventions qu'on fait avec des personnes qui sont si significantes statistiques. Mais voilà le résultat qui nous a surpris. Si on voit que l'empowerment, il paraît que c'est le même mot en anglais, en français, l'empowerment des familles augmente vis-à-vis avant notre intervention et après l'intervention, ça c'était quelque chose auquel on s'attendait. Mais la chose auquel on ne s'attendait pas, c'est ça. C'est que les professionnels aussi ont gagné de l'empowerment de façon statistique. Alors, moins que les parents, bien sûr, c'était une situation différente, mais cela m'amène à une conclusion. Aujourd'hui, on parle beaucoup des professionnels, de l'engagement des professionnels, et presque toute la littérature parle des professionnels qui tiennent à leur statut d'expert. Il paraît que les professionnels sont ancrés dessus, qu'ils y tiennent beaucoup et qu'ils ne veulent pas lâcher. Eh bien, en vérité, notre expérience est bien différente. Notre expérience est, si on donne aux professionnels un outil, et encore une fois, ce n'est pas le seul outil, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, pour l'instant, c'est le seul que j'ai. Et si on donne aux professionnels la possibilité d'agir, de discuter avec les familles autrement qu'en conversation ouverte, autrement qu'en écrivant sur des prospectus, eh bien on a un résultat bien différent.
C'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça, à ma connaissance. Donc les professionnels ont gagné aussi de l'empowerment avec un outil qui arrive au bon moment. Ça, c'est pour moi été très excitant en tant que maman et en tant que chercheuse. Dernièrement, donc on a aussi pas mal de résultats statistiques. Vous avez dans ma bibliographie, on est en train d'écrire 5 ou 6 papers en même temps parce qu'on travaille depuis 3 ans. C'est maintenant qu'on commence à avoir la foulée de données sur lesquelles on est très excité de publier. Donc les domaines d'empowerment avant et après la formation, ce sont les données des professionnels, c'est-à-dire avant et après leur formation sur cet outil. Les professionnels pensent que les parents seront mieux engagés de façon formelle et informelle. C'est ça, les deux courbes qui traversent. Et pour les gens qui aiment la statistique, c'est ça la donnée qui est importante ici, c'est où les données se traversent. C'est ce qu'on appelle statistically significant. Et pour conclure, donc on a présenté cet outil aux Nations Unies, mais aussi on vient de former un groupe de professionnels au Canada, à Vancouver, on a formé en Finlande, on a formé en Nouvelle-Zélande et aussi en Australie, et ça fait à peu près une centaine de professionnels pour le moment, et on est très demandé. Donc mon but ici, c'est d'entamer la conversation avec vous. Si vous voulez plus d'informations, je serais ravie d'engager une discussion. Et notre partage de connaissances est très important. Nous avons plusieurs links. Merci.